Salut à tous, salut les amis fans de cyclisme. Hello. On est en 2053, ça fait maintenant presque 50 ans, 30 ans qu'on fait des allers-retours entre confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Et pendant ce temps-là, pas de vélo. Et pendant ce temps-là, pas de vélo. Donc pas de vélo, pas de la route du Tour. On a reçu plein de messages de gens très sympathiques qui nous demandaient mais du coup, est-ce que vous allez faire la route du Tour? Bon alors du coup, il n'y a pas eu de course, donc on n'a pas fait la route du Tour. Puis est-ce que vous allez faire des vidéos? Et pour rien vous cacher, on attendait un peu d'avoir des infos, parce qu'en fait sans infos, les vidéos c'est un peu compliqué. Il n'y avait pas grand-chose à Il dire. n'y avait pas grand-chose, hein. D'ailleurs on va en reparler, mais on n'est toujours pas sûr de grand-chose pour l'instant. Non. Toutefois, ça commence à se dessiner, et du coup on a profité avec Culture du fait de pouvoir se voir en vrai. On est dans les règles, on a presque un mètre entre nous. Presque. Pour vous faire une petite vidéo de retour, de préparation de la saison. Parce que il y a quand même eu une nouvelle incroyable il y a une semaine. Ouais. Enfin, incroyable. Il y a quand même une nouvelle majeure pour l'avenir du cyclisme à court terme. C'est la révélation du calendrier de l'UCI World Tour 2020. On était tous comme ça dans l'attente. Saison, Non, on savait pas même pas. saison. Ouais, on savait pas. Est-ce qu'il allait y avoir du cyclisme? Bon, pour l'instant. On savait que le Tour de France avait fait un peu le cahier en mode vas-y, moi je le décale à cette date, bas la race des autres, et puis bah Ouais. Sachant que, enfin, on va y revenir sur le calendrier, mais il y avait effectivement cet impératif de se dire en fait, enfin, vous qui êtes certainement suivez assidûment le cyclisme, il y avait tout le débat de, en fait, s'il n'y a pas de Tour de France, il n'y a pas de saison cycliste. Donc le débat se posait même pas de ce terme-là, c'est que forcément il fallait le Tour de France parce que pour les revenus que ça génère, pour les droits télé que ça génère, en fait le cyclisme vit sur le Tour. c'est comme une saison de foot sans Champions League Ouais. ou la NBA sans playoff. Voilà, donc en fait il n'y avait même pas trop de débat sur le fait qu'il devait y avoir le Tour de France. Mais voilà, l'idée aujourd'hui ensemble, c'est de balayer un peu ce nouveau calendrier. Forcément, nous comme vous, ça nous appelle plein de questions. On se dit, putain, c'est quand même sur 3 mois, on va avoir une saison. Sur 3 mois. Sur 3 mois, on va avoir une saison de cyclisme. Donc, bon, bien entendu, ça veut dire que pour tous les joueurs de la route du Tour. Allez, 3 mois et demi. 3 mois et demi, parce que ça finit fin novembre, enfin c'est 3 mois. Mi-novembre, ouais. Pour tous les joueurs de la route du Tour, ça veut dire que ça va être la folie furieuse. Hein. Il va falloir enchaîner les mercatos, il va falloir faire ça va être la folie. Mais l'idée c'est qu'on débriefe un peu ensemble avec Culture là, de ce calendrier, que vous nous dites aussi ce que vous en pensez. Il y a eu pas mal de débats dans le monde cycliste sur ce calendrier, c'est bien, c'est pas bien, faut courir, faut pas courir, bon voilà. Nous on n'est pas mécontents que ça court, mais, voilà, l'idée c'est de faire ça ensemble. On va vous incruster sur la vidéo le calendrier proposé par l'UCI. On va laisser 5 secondes je pense de silence. Ouais. Pour l'incrustation, pour que vous vous rendez compte de ce qui se passe. Vous allez voir nos moyens techniques. On a EP dans le game pendant le confinement. Allez, c'est parti. Voilà, on a vu le calendrier. On a vu le calendrier, on se le remettra peut-être après dans la vidéo. Ouais. Du coup, petite overview rapide de ce qui se passe dans ce calendrier. Du coup, le calendrier fait la part belle aux épreuves World Tour. Ouais, bah en fait pour l'instant ils ont positionné que les épreuves World Tour. Et j'ai envie de te dire, il n'y a presque pas la place pour les épreuves non World Tour. Il y a quelques modifications très majeures, c'est-à-dire que l'ordre est totalement revu. Ah ben pour tous les gens qui sont à cheval sur le calendrier. C'est fini le Giro, Tour, Vuelta, puisque maintenant on a Tour, Giro et Vuelta en même temps. C'est fini le cette année j'ai décidé de faire les Ardennaises pour préparer mon Giro, puisqu'en fait le Giro et les Ardennaises en même temps. C'est fini le le doublé Giro Vuelta c'est possible, parce que c'est impossible cette année, et je pense même que c'est impossible de viser la victoire de 2 grands tours cette année. On va en débattre, hein, c'est peut-être jouable, mais en tout cas ça pose la question différemment. Sur l'overview, hein, le calendrier tel que vous l'avez vu s'afficher, il est construit autour du Tour de France, très clairement. Il fait la part belle au Tour, et on l'a dit, c'est normal. Il n'y a même pas vraiment de débat pour moi là-dessus. C'est le poumon du cyclisme mondial. Donc en fait, on attaque par le Tour de Pologne, puis le Critérium qui a été réduit. Critérium qui a été réduit de 2 étapes, il me semble, ou de 3 étapes. Il fait 5 jours maintenant. Il fait 5 jours, donc ça fait la préparation au Tour de France. Pendant ce temps-là, il y a des petites classiques italiennes, l'Estrade Bianche, etc. Et Milan-San Remo. On arrive sur le Tour, on enchaîne direct. Donc on arrive sur le Tour fin août. Donc sachant qu'il y aura eu, j'ai oublié, avant ça, il y a les championnats nationaux.
même s'il y a des débats en ce moment sur le championnat de France, peut-être qu'il se fera en octobre, enfin c'est pas encore tout à fait fixé, mais normalement vous avez quand même donc, l'enchaînement, soit Tour de Pologne, soit Critérium, pour préparer un peu le tour, ce qui peut être pas mal. Voir les deux, hein. C'est possible. Enfin, c'est un peu lourd, mais... faut quand même rouler un petit peu. Ouais, en tout cas il y a ce truc-là, vous avez les championnats nationaux, vous avez les championnats européens, etc. Et puis ensuite, vous arrivez sur le tour. Fin août, 3 semaines de Tour de France. Parcours inchangé. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre vidéo de présentation du parcours du Tour de France. Parcours inchangé, et ça relève les mêmes questions puisqu'on avait vu lors du parcours, arrête-moi si je me trompe, mais qu'il fallait être en forme dès le début parce qu'il y avait de la montagne dès le début, et il fallait être en forme jusqu'à la fin parce que l'avant-dernière étape, on rappelle, c'est un contre-la-montre de 35 km avec arrivée au sommet de la planche des Belles-Filles. On reparlera des états de forme dans la suite de la vidéo, mais cette année c'est même plus une question centrale, c'est une question qui est genre juste bon. Donc on a le Tour de France. Pendant le Tour de France, il y a quelques petites courses, il y a le Tirreno Adriatico qui risque d'être anecdotique malheureusement. Ouais. Et il y a les Grands Prix cyclistes du Canada, Québec et Montréal qui risquent encore plus d'être anecdotiques. Franchement. Mais on va voir après sur la répartition des coureurs. Je pense que ça va être une question importante parce que vu que le calendrier est vachement resserré et qu'il y a plusieurs épreuves en même temps. Peut-être qu'il y en aura qui utiliseront ça pour préparer des trucs. Tout à fait. On enchaîne sur les championnats du monde juste après le tour. Juste après le tour. À cheval, même sur le tour. Il y a un jour, le dernier jour du tour, c'est le premier jour des championnats du monde. Championnat du monde qui, on le rappelle, on en reparlera par la suite, mais propose cette année un parcours ultra montagneux. Enfin, en tout cas, c'est pour des grimpeurs. C'est en Suisse, pour ceux qui connaissent, c'est aux alentours de l'ascension de Verbier. Donc avec un parcours, il me semble qu'ils vont grimper pas loin de 6000 ou même de dénivelé. Entre 5 et 6000 de dénivelé, avec un parcours qui est un peu plat au début, enfin plat version Alpes, hein, donc ça du faux plat montant, et puis après ça fait 9 fois. Donc en sortie de tour, vous avez ça. Et ensuite, on attaque sur... Donc, les championnats du monde masculins sont exactement une semaine après la planche des Belles-Filles. En fait, c'est important de se rendre compte pour les états de forme des distances entre les différentes épreuves. Puisque le tour se finit le 20 septembre, le 27, championnat du monde, et après, le 3... Ah oui, pardon. Après, le 30, la flèche Après, le 3, le début du Giro. Donc c'est-à-dire que là, en fait, entre le début du Giro et le tour et la fin du tour, on a eu exactement genre 12 jours de respiration. On a eu 12 jours de respiration, et pendant cette respiration, on a eu le championnat du monde et la flagelle. Putain, c'est incroyable. Donc si on reprend le fil, vous avez le tour, les championnats du monde, ensuite on enchaîne sur, en parallèle en fait, les Ardennaises et le Giro qui commence. Les Ardennaises, les Flandriennes et le Giro. Voilà, en fait c'est ça, c'est vous avez les Ardennaises et le Giro en même temps, les Flandriennes qui s'enchaînent. Alors là quand même, je trouve que c'est pas trop mal fait par l'UCI, parce que il y a un enchaînement, on aurait pu avoir un risque, tu vois, en mode Ardennaise, Flandrienne, Ardennaise, Flandrienne. Là il y a vraiment, on a conservé les blocs traditionnels, on a même conservé la semaine d'écart entre le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix, qui pour les fans de cyclisme pour le coup est une semaine, la semaine sainte entre guillemets, donc c'est cool. Et donc on a le Giro, et à la fin du Giro, une semaine de chevauchement, quasiment, enfin je crois que c'est 4 jours de chevauchement entre Giro et Vuelta. C'est-à-dire que la Vuelta commence avant la fin du Giro. Tout à fait. Et on a un jour mythique dont vous allez entendre parler. Petite précision sur la Vuelta qui a été raccourcie de 3 jours, puisqu'on se rappelle que le départ était prévu en Hollande. Aux Pays-Bas. Et pour des raisons évidentes, c'est un peu trop compliqué d'avoir les temps qui courent. Donc réduit de 3 jours, on commence directement à la 4e étape, enfin l'ancienne 4e étape. Et donc ce chevauchement incroyable nous donne notamment une journée qui restera, je pense, dans l'histoire du cyclisme, parce que je ne sais pas si dans l'histoire du cyclisme on a une journée comme ça, où vous allez avoir le contre-la-montre final du Giro, le Paris-Roubaix et l'ascension du Tourmalet. Il me semble que c'est même l'arrivée au sommet du Tourmalet. Arriver au sommet du Tourmalet sur la Vuelta le même jour. Si vous voulez réserver dans votre calendrier dès maintenant, c'est le 25 octobre. 25, dimanche. Nous, en tout cas, ça ne servira à rien de venir nous parler cette journée-là. Portable éteint, multi-écran, Eurosport, chaîne d'équipe, etc. Il y aura toutes les étapes en direct. Et donc pour finir l'overview, vous avez ce Giro, la Vuelta en même temps, et vous avez le Tour de Lombardie qui est une semaine après la fin du Giro. Qui est exactement une semaine après la fin du Giro, en plein milieu de la Vuelta. Voilà. Et au milieu de tout ça, alors malheureusement pour eux, vous avez tout un tas de petits
truc du World Tour vous avez le Big Bang Tour qui est entre le Giro et la Vuelta, et vous avez le Guangxi qui est là pour la politique. Alors là par contre pour le coup les organisateurs autour du Guangxi les pauvres, ça tombe exactement en même temps que le Giro, la Vuelta et les Flandriennes. Donc autant vous dire que à part les équipes asiatiques, il va y avoir personne. Maintenant vu que c'est World Tour, en fait toutes les équipes sont obligées d'envoyer des gens. Pas forcément, parce qu'en fait le règlement, si je dis pas de bêtises, c'est sur les 3 dernières années tu dois avoir un seuil minimum en cumulé d'équipes World Tour. Et donc en fait, je pense qu'ils vont pouvoir jouer un peu là-dessus. Bon, en plus, je pense que l'UCI va être quand même vachement. Je pense qu'ils vont casser les couilles. Tu penses ? Je pense que l'UCI va quand même être. Mais c'est vrai quand même, j'étais persuadé que quand t'es dans une épreuve World Tour et que t'es une équipe World Tour, t'es obligé d'envoyer des gars. Mais je me trompe peut-être. On regardera, mais je crois que c'est une histoire sur 3 ans, entre on regardera. Donc ce calendrier-là, vous l'avez vu, entièrement World Tour. Et vont venir se greffer à ça les continentales, si elles trouvent des espaces. Il y en a qui vont trouver, je pense, des espaces qui vont être intéressants pour elles parce que entre le Tour et le Giro, tu as des petits espaces qui vont être intéressants pour les gens qui veulent préparer le Giro, des trucs comme ça. Donc il y a des petits trucs. Maintenant, c'est clair que les continentales vont souffrir, les Pro Series vont souffrir le martyre. Parce que pour le coup, le Pro Series, pour ceux qui ne savent pas, mais vous avez des cahiers des charges assez complexes et vous devez avoir des droits télé pour rentrer en Pro Series. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me permets de te couper pour rebondir directement sur une question que j'oublie. Les équipes continentales dans tout ça, est-ce que c'est pas un peu là, cette saison 2020, est-ce que ça marque pas à moitié la mort de beaucoup d'équipes continentales qui, malheureusement pour elles, vont pas avoir beaucoup de courses à courir parce que sur le World Tour, on sait déjà qu'il y avait 19 équipes World Tour plus quelques invités. En fait, on est une équipe un peu de seconde zone continentale. Tu vas courir aucune course. Tes sponsors t'ont probablement abandonné. Enfin, c'est terrible. De toute façon, on ne va pas aborder ici la crise économique potentielle du secteur du cyclisme dans cette vidéo. On pourrait en faire une dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et dites là-dessus. Il est clair que le secteur du cyclisme va être en difficulté, notamment pour ces équipes continentales. Le World Tour, je pense que tant qu'il y a le Tour de France, en fait, le World Tour survit. Enfin, je suis un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Il y a pas mal de gros sponsors en plus qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils renouvelaient leur partenariat et donc il n'y aurait pas d'incidence, en tout cas minime. Clairement, continental, ça pose des questions. Je pense qu'il va y avoir pas mal de continentales qui vont réussir à se greffer à des endroits parce qu'elles n'attirent pas les mêmes équipes que le World Tour. Donc, tu vois, j'ai un bon exemple pour toi. Le Tour de Suisse, tu remarqueras qu'il est quand même une World Tour, mais pas dans le calendrier. Ouais. Okay, donc... Il est déjà passé, ils l'ont fait sur Zwift. Oui, bon. Ouais, mais je déconne pas. Je sais qu'ils l'ont fait sans Zwift. Tu vois, le Tour de Suisse, du coup, Total Direct Energy était invité sur le Tour de Suisse et n'était pas invité sur le Critérium. Et Christian Prudhomme a annoncé qu'il invitait Total Direct Energy sur le Dauphiné, exprès parce que le Tour de Suisse n'avait pas eu lieu et que Total Direct Energy avait averti très en amont qu'il ne ferait pas le Dauphiné pour des raisons de sponsor. Donc, en effet, je pense que le World Tour a un rôle à jouer, les organisateurs ont un rôle à jouer dans l'invitation de ces équipes, mais il n'y a pas non plus des places illimitées. Il n'y a pas des places illimitées, puis ça va poser des questions aussi de qui va aller chercher des points où, et en même temps tu vas avoir un rapport de coût-point. Ça, typiquement, on en parlait tout à l'heure, les Grands Prix canadiens, il y a quand même un peu de points à aller chercher sur les Grands Prix canadiens. Donc, tu es un Total Energy, ou tu es Direct Energy, ou tu es, je sais pas moi, il y a plein d'équipes qui sont à la limite comme ça et qui vont se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ça me coûte de l'argent. Alors bon, le Grand Prix canadien c'est un peu particulier parce que c'est pris en charge par Air Transat, machin bidule, donc en fait ça coûte un peu moins d'argent. Mais et puis au milieu de tout ça il y a quand même la santé des coureurs. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de se concentrer que sur l'Europe pour limiter quand même les dégâts? On n'en sait rien. Voilà. Bon, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis sur les points et le classement World Tour qui a quand même un rôle important à jouer. Parce que qui va se dire, voilà, il y a quand même deux classiques au Canada, je fais totalement la passe dessus et j'envoie une équipe B ou j'envoie pas d'équipe. J'envoie pas d'équipe surtout. Qui va se dire ça alors que potentiellement tu peux faire sur ces deux courses-là un meilleur truc que Tour de France. Après, on ne sait pas trop ce que l'UCI va choisir. Sincèrement, peut-être qu'ils vont même dire c'est une année gelée en fait pour les équipes et ça serait pas déconnant de le faire. Ça serait pas déconnant. On sent quand même qu'autour de ce calendrier, je trouve, tu sens qu'il y a eu des discussions. On crache souvent sur l'UCI, etc. Il y a eu des compromis. Je pense qu'il y a eu pas mal de discussions et qu'à la fin, il va y avoir des trucs assez arrangeants quand même pour les équipes parce que même pour le cyclisme mondial, il faut que ce soit arrangeant pour les équipes. Ouais. En tout cas, voilà pour l'overview.
Moi, je le trouve assez intéressant ce calendrier. Hyper intéressant parce qu'en 3 mois, on va bouffer du cyclisme incroyable. Et je le trouve quand même plus ou moins bien construit. La seule déception, c'est qu'il n'y ait pas de respiration entre le Giro et la Vuelta. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix. C'était compliqué. Il n'y avait pas le choix. En fait, à partir du moment où tu te dis, je sanctifie le tour, je fais du truc avant tour pour bien me préparer. Et en fait, forcément, après, parce qu'on va pas courir jusqu'à décembre, quoi. Non, déjà là, on va en reparler, mais sur les conditions météo, on va avoir des trucs de l'espace. 8 novembre, après, c'est en Espagne, tu vois, mais 8 novembre, alors, par exemple, le 25 octobre au Giro, commence à faire froid, 25 octobre. Alors, mais après, le contre-la-montre, il arrive pas trop haut, donc peut-être que. Mais, tu vois, 2-3 jours avant, ils sont sûrement dans les Alpes. Ça commence à faire froid. Ça, c'est un autre délire. Ça me permet d'enchaîner. Du coup, toi, quand tu regardes ce calendrier, est-ce qu'il y a. Bon, c'est un peu classique comme vision du truc, mais est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants dans ces courses-là? Est-ce qu'on se dit, au regard du calendrier, putain, quand même, le Giro se fait bien avoir? J'ai lu pas mal de trucs de gens qui disaient, ouais, le Giro, quand même, ils se font vachement avoir parce qu'il y a les Ardennaises et parce qu'il y a les Flandriennes, donc en fait, plus personne va regarder le Giro, je sais pas trop quoi. Toi, comment tu vois ce truc-là? Après, gagnant, comme on l'a tous dit, le Tour de France, parce que du coup, il va encore plus devenir le refuge de tous. Je sais pas si on peut dire que le Giro est perdant, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de coureurs qui visent la gagne à Liège-Bastogne-Liège et qui visent la gagne au Giro. On n'a pas fait l'exercice de regarder qui était la dernière sur le Giro et sur la Flèche, et sur le Liège, mais tu ne devais pas avoir. Carapaz, il n'est pas allé gagner dans Bastogne. Non, mais tu devais avoir Landa, peut-être Formolo, je crois, qui était sur Liège l'année dernière. C'est une très bonne question. Mais je suis assez d'accord avec toi, en fait. C'est quand même pas tout à fait le même. Puis les coureurs vont faire des choix, quoi. À un moment, quand tu as un Giro versus Liège. Si c'est faire une 10e place à Liège versus t'as Landa l'année dernière qui fait 7ème. T'avais Formolo, je pense aussi, non? T'as Formolo qui fait 2ème. Ouais. Mais Formolo l'année dernière, il fait 15ème du Giro, donc c'est pas un bon Giro pour Formolo. Non, ça c'est clair. Soyons honnêtes. Landa qui fait un bon Giro. Il a fait un bon Giro. Mais bon, grosso modo, il y a quelques têtes d'affiche, mais. Enfin, vous allez dire un Mikel Landa. T'as Nibali quand même, qui fait une 8ème place. Oui, mais Nibali. Enfin, Nibali ou Landa, vous leur dites Giro versus Liège-Bastogne-Liège. Il n'y a même pas de débat en fait. Ouais. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est assez bien fait le calendrier, dans le sens où les vrais vainqueurs potentiels de Liège-Bastogne-Liège, c'est genre Fuglsang, c'est genre Alaphilippe, c'est. Et ils vont pas aller sur le Giro. Ils vont pas aller sur le Giro. Quoi qu'il arrive, tu m'aurais dit. Calendrier normal, année 2020 normale. Tu me dis, Alaf et Fuglsang font le Giro. Je suis bon, pourquoi? Ouais, clairement. Donc, clairement, il l'aurait pas fait. Donc, en fait, c'est là où je les trouve assez malins, l'UCI. C'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de grand perdant. Le grand perdant, en fait, ça va être un des deux grands tours. Ça va être soit le Giro, soit la Vuelta. Pourquoi? Peut-être le Giro, parce que trop près du Tour de France. Et donc, du coup, les coureurs vont hésiter à faire le doublé, ils vont plus se dire en fait le mois de respiration entre le Tour de France et la Vuelta, ça m'arrange bien. Ouais. Ça m'arrange bien. Du coup, je vais pouvoir me reposer et me refaire un pic de forme vers la fin de la Vuelta. Et puis est-ce qu'on n'a pas le risque, un peu comme des Bardet ont déjà annoncé, des grands leaders qui pour des raisons économiques, là pour le coup, leurs équipes vont dire tu vas pas sur le Giro, tu vas sur le Tour parce qu'on a besoin d'une exposition maximale sur le Tour. Je suis convaincu que Bardet il va quand même faire le Giro. C'est tellement évident que beaucoup de monde va faire la passe sur le Giro, parce que le Tour, justement, comme tu dis, pour des raisons économiques, Bardet, je pense qu'il a envie de se prouver qu'il peut de nouveau faire quelque chose sur un grand Tour. Tu l'as dit, hein, enchaîner les deux avec la prépa qu'ils ont eue. Enchaîner les deux, c'est chaud. Hein. Enchaîner les deux, pour moi, c'est impossible. En tout cas, tu joueras jamais la gagne sur les deux. Et pire encore... Tu peux perdre les deux. Pire encore, c'est-à-dire que est-ce que tu vas vraiment te faire 40 jours de course en un mois et demi. Enfin, 40 jours de course en genre 60 jours. Est-ce que tu vas te faire 40 jours de course en 60 jours? D'un point de vue humain, enfin 42 en 60 jours. D'un point de vue humain, c'est ouf. C'est sûr que... et puis, d'autant plus avec une préparation tronquée comme les coureurs l'ont eu cette année. Enfin, on est quand même sur une préparation historiquement difficile. Surtout que le Tour, comme on l'a dit, t'es en forme au début, t'es en forme en fin. Sinon, ça va être chaud. Ouais, c'est même pas comme si tu étais sur l'année où tu te disais en fait,
je peux gérer mon début de tour. Non. Et je donne tout sur la 3e semaine. Et où tu te dis, à la limite, ça se joue. Tu peux, parce que tu peux tenter. Mais est-ce que tu vas vraiment jouer la gagne du tour comme ça? Tu vois, c'est un gros coup de poker. Avec aucune visibilité sur les états de forme. Non, gros coup de poker. Jouer la carte comme ça, faut y aller. À l'inverse, est-ce que tu peux te dire, vas-y, pic de forme au début de tour, j'essaie de me prendre un maximum d'avance et j'essaie de tenir? Ouais. Tu vois, est-ce qu'un Roglic, par exemple, il peut se dire, début de tour, je donne tout. Et alors après, il n'y a pas de contre-la-montre en début de tour, mais tu vois, le Giro l'année dernière, par exemple, Roglic, il était en forme de ouf au début. Il était très, et à la fin, il commençait à craquer et il finit à 3e place. Alors qu'à l'inverse, par exemple, un Carapaz, il allait au Giro, on ne savait pas s'il était en forme ou non. En tout cas, sur les gagnants-perdants, donc toi tu dis le Giro, il perd pas tant que ça, peut-être un peu la Vuelta. En fait, pour moi, un des 2 grands tours perd, mais je ne sais pas encore lequel. Bah après, on serait tenté de dire un peu classiquement, c'est souvent quand même la Vuelta qui est la moins attrayante. Et là, positionnée en novembre, en plus, enfin entre fin octobre et début novembre, on n'est quand même pas sur la saison cycliste la plus sexy de tous les temps. Hein. Ouais, mais potentiellement, tu vois, le mois de respiration fait du bien. C'est en là cas, où je mets. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que les classiques n'y perdent pas. Non. Parce que tous les gros des classiques vont être sur les classiques. Dire un Sagan, s'il fait pas le Giro, il s'en cogne. Oui, tout à fait. Tu vois, ou un Gilbert. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, les sprints. Par contre, les sprints des grands tours, il va pas y avoir grand monde. Ça va être un peu renouvelé, quoi. Il va pas y avoir grand monde parce que il y a beaucoup de sprinteurs qui vont aller sur Gant, qui vont aller sur Paris-Roubaix, qui vont aller en gros, grosso modo, qui vont aller sur une partie des Flandriennes, parce qu'ils peuvent aller les gagner. Puis on n'a pas encore positionné là tout ce qui est du continental et qui est très bon pour les sprinteurs. Donc effectivement, je pense que les sprints des grands tours, ça va être hyper ouvert. On va revenir après sur de toute façon ce qu'on voit pour les coureurs, parce que je pense qu'on va être sur une saison incroyable. Mais sur les gagnants-perdants, si on finit le tour d'horizon dans le World Tour, très clairement les perdants sont les petits. Mais à la limite, on s'en fout. Je vais vous dire, c'est terrible. Mais bon, malheureusement, il peut pas y avoir que des gagnants. Donc très clairement, tout ce qui est Gangxi, on l'a dit, Grand Prix de Montréal, Big Bang Tour. Big Bang Tour. J'ai envie de te dire, même le Tirreno, pour le coup, je pense que il y a peut-être qu'ils vont y aller pour préparer le Giro. Ceux qui sont pas sur le tour, ceux qui sont pas sur le tour et qui veulent préparer le Giro, ils préparer les championnats du monde. Peut-être que le Tirreno, ils vont s'en sortir. Mais ouais, je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est super compliqué. Hein. Mais c'est à peu près les seuls vrais perdants, je trouve. Ouais, mais quoi qu'il arrive, en fait, et c'est un autre élément de débat. En fait, on sait que les équipes maintenant, c'est 20 coureurs environ. Ouais. Vu que le calendrier est super resserré et qu'il n'y a pas énormément d'épreuves, en fait, tu es obligé quand même d'envoyer des coureurs dans toutes les épreuves, ne serait-ce que pour les satisfaire. Et il y a des armadas, par exemple la Quick Step ou la Sky, ou Ineos, pardon, où forcément tu vas te retrouver avec des grands coureurs sur toutes les épreuves. Tu vois, par exemple, Quick Step, on va pas faire la liste des coureurs qu'ils ont. Des nombreuses victoires, des nombreuses potentielles victoires de Quick Step. Mais... Quick Step, ça va gagner. Tu vois, Quick Step, par exemple, là, je vois le 13 septembre. Merveilleuse date. Vous l'aurez compris. Il y a un petit gâteau anniversaire qui se joue. Le 13 septembre, tu as Tour de France, Tirreno Adriatico et Grand Prix cycliste de Montréal. Ça ne m'étonnerait pas qu'une équipe peut faire le triple. 3 victoires d'étape. Possible, hein ? En fait, ça m'amène sur une grosse question. Tu vois, une question genre vraiment de celle qui fait les gros titres. Est-ce qu'on n'est pas sur la saison ? Alors, j'ai soit une façon de le dire. Soit j'ai une façon de le dire qui est hyper bateau, qui est de dire est-ce qu'on n'est pas sur la saison la plus ouverte de l'histoire du cyclisme, surtout de l'histoire du cyclisme moderne, on va dire de ces 15 dernières années. Et j'ai une version beaucoup plus provocatrice qui dit est-ce qu'on n'est pas sur la saison la plus excitante, bien sûr que si. Excitante de ces 10 ou 15 dernières années. Mais on est super excités parce que déjà ça fait genre 2 mois qu'on ne fait rien. Ça fait 2 mois qu'on ne fait rien. Et que là quand ça va arriver, mais on va être gavé, tu vois, c'est le rêve américain. Super size me. Oh, vélo. Genre on s'assoit et on va consommer du vélo à longueur. Désolé pour ceux et celles qui ont un compagnon ou une compagne qui n'aiment pas le cyclisme, parce que je pense que ça va être compliqué à gérer. Vraiment, cette période, elle va être compliquée à gérer. Ça va être un enchaînement incroyable. Et donc, ouais, tu vas être super gavé. Bah oui, et donc, moi je la trouve super excitante cette saison, en effet, parce que, comme tu le dis, c'est plus ouvert, dans le sens où il y a moins de. Tu vois, par exemple, Christopher Froome des grandes années,
typiquement, tu le mettais sur le Giro et le Tour de France, tu savais qu'il allait sûrement gagner. Là, en fait, il ne pourra pas faire Tour de France Giro en mode c'est parti, je donne tout. En fait, si on cumule un peu les inconnus qu'on a, sachant qu'en plus on est vraiment dans une ère du cyclisme, tu vois, depuis 10-15 ans maintenant, qui est, depuis Armstrong en fait, qui est ultra programmée. On sait que les entraînements sont de plus en plus scientifiques, les pics de forme sont calculés, chacun calcule ses watts à la journée près qui peut sortir et tout. On arrive sur une saison où ils avaient préparé physiquement la saison, ils ont arrêté la préparation. Après ça, je pense pas que ça soit un problème dans le sens où il y a quand même eu une pause de 2 mois. De 2 mois, après tu peux en venir. Oui, mais un corps d'athlètes de haut niveau, c'est des gens qui sont programmés, tu vois. Et puis surtout pour le coup, le cyclisme, c'est vraiment un sport où tous les ans, comme beaucoup de sports, tu me diras, mais tous les ans, c'est exactement le même calendrier. Et donc, en fait, tu es quand même vachement rodé sur tes pics de forme, quand est-ce qu'ils arrivent et tout. Et là, quoi qu'on en dise, même si effectivement tu as plein de trucs scientifiques qui ont été recalculés sur quand est-ce qu'ils doivent reprendre l'entraînement, tu as un premier fait qui est la machine, quand même, elle est un peu enrayée par rapport à la production habituelle. Il ne faut pas sous-estimer la charge mentale. Et la charge mentale. La charge mentale que le confinement, les soucis potentiellement personnels qu'ont eu chaque coureur, parce que c'est sûr, en fait, qu'en Europe, il y a des coureurs cyclistes de renom qui ont perdu des proches. Et la charge mentale de s'être préparé pour rien, entre guillemets, et de se repréparer pour une saison cycliste avec énormément d'inconnus. C'est ce que j'allais dire, c'est que, en plus pour aller dans ton sens, on a vu tellement de coureurs poster, écrire sur les réseaux sociaux, dire que quel est le sens de s'entraîner, il nous faut une vision, une visibilité, parce que là, la vérité c'est que courir sur un entraîneur toute la journée, quand tu es habitué à être coureur cycliste, c'est quand même pas non plus le truc le plus passionnant du monde. Et puis toutes les courses Zwift là où en fait, j'ai pas envie de dire que ça rime à rien, mais ça rime presque à rien selon moi. Il n'y a pas toute la science tactique, c'est vraiment juste t'envoies des watts et puis t'envoies des watts. Quoi. Donc tu as cet inconnu là, c'est quel état de forme. Et je pense que contrairement à d'habitude où les coureurs arrivent quand même en sachant quasiment, pas dire exactement dans quel état de forme ils sont, parce qu'il y a toujours des surprises pendant la course, mais tu es quand même plus ou moins conscient de ce que tu as dans le bide. Là, je pense qu'eux, ils vont arriver un peu en mode c'est l'inconnu. Surtout que il y a exactement 28 jours potentiel de course, enfin de calendaire, pas de nombre de jours de course. Il y a 28 jours calendaire avant le début du Tour de France, entre le début du Tour de France et le début de la saison, enfin entre le début de la saison et le début du Tour de France, sachant que au maximum, tu peux faire 11 jours de course. Ouais. Et sur ces 11 jours de course, du coup, il y a l'Estrade Bianche que tu peux faire. Est-ce que tu prends le risque de faire l'Estrade Bianche avec les potentielles chutes, sachant que c'est la première course qui existe? Le Tour de Pologne. Tour de Pologne ou Critérium. Ou le Critérium. Donc si tu fais ces trois, donc tu es à 11 jours. Après, tu as ton championnat national, donc 12 jours. Donc potentiellement, tu as 12 jours de course. Est-ce que sur 12 jours de course, tu connais parfaitement ton état de forme et tu connais l'état de forme de tes adversaires? Un Armstrong savait le faire, un Froome l'a fait les grosses saisons. Oui, mais avec beaucoup d'entraînement. Avec beaucoup de stages et de trucs préparés. Là, clairement, on va être... En tout cas, voilà. Ça, c'est une bonne question, les stages, comment ça va s'organiser. En fait, ça m'amène à la deuxième inconnue. C'est que la première inconnue, c'est l'état de forme. La deuxième inconnue, c'est... En fait, on est quand même là, on a pris l'option de dire toutes ces courses-là vont être maintenues, la situation sanitaire le permet. En fait, on est quand même sur un circuit et des coureurs cyclistes qui sont internationaux. Donc, en fait, tu as des Australiens, tu as des Américains, tu as des Russes, tu as tout ce que tu veux. Dans chaque pays, la situation est ultra différente. On l'a vu, la Bernal a pu reprendre l'entraînement il y a déjà 1 semaine et demie, quand d'autres sont confinés chez eux. Ouais. Donc, en fait, ne serait-ce que les séquences d'entraînement, on ne sait toujours pas exactement comment elles vont pouvoir s'organiser. Est-ce que tu vas pouvoir faire des stages en équipe? J'ai une question. Est-ce que tu vas pouvoir faire des stages en équipe? On n'en sait fiche rien, en fait. Tout à fait. Donc, tu as quand même cet inconnu-là en plus, qui est de dire, en plus du fait de je sais pas trop comment mon état de forme va réagir, même ma prépa en tant que telle, elle va changer par rapport à d'habitude, parce qu'on ne connaît pas les entraînements, etc. Et puis tu as une troisième inconnue, c'est que, encore une fois, je viens de le dire, là on fait comme si on était dans un monde parfait et où tout allait être maintenu. Si ça se trouve, on est reconfiné dans une partie du monde à un moment. Si ça se trouve, il y a des cas qui vont se déclarer sur le Tour de Pologne ou le Critérium, et donc, tout le monde est en quarantaine, et ou t'es pas en quarantaine, mais en fait il y a des mesures hyper strictes sur le Tour de France. Voilà. Dernier sujet qui va changer par rapport potentiellement à l'étude, on parle quand même peut-être de course à huis clos.
Une course à huis clos par rapport à une course normale. Tu vois, au-delà de l'Alpe d'Huez sans personne, il y a plus de vent. Au-delà de voilà, c'est ça, c'est qu'au-delà de la tristesse du truc, parce que c'est vrai que c'est quand même pas ultra sexy le Tour de France sans personne, les conditions changent vachement en fait. Parce que tu as des gars qui sont galvanisés il y a quand même un peu d'adrénaline dans tout ça, où tu es galvanisé par le truc. Effectivement, tu as des conditions climatiques qui peuvent aussi changer parce que tu es plus exposé que tu n'étais d'habitude. Enfin, tout ça, c'est tellement de facteurs qui changent une mécanique de précision qu'en fait, on est clairement sur une saison où. Enfin, moi, je serais pas étonné qu'on ait des résultats, mais genre qui n'ont aucun sens. J'ai une quatrième inconnue, un peu plus sulfureux. Pas eu de contrôle antidopage là pendant 2 mois. Pas eu de contrôle antidopage. Et non, mais tu le dis en rigolant, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit, et même des coureurs, bien sûr qu'il y a des coureurs qui sont insurgés contre la situation. C'est pas possible. Qui ont dit qu'on était exposé à un risque majeur de dopage. Et j'ai envie de dire, ça serait en plus tellement terrible pour le cyclisme. C'est-à-dire que avec toutes les luttes qu'il y a eu ces dernières années pour essayer, et on est loin, encore très loin du compte de se dire c'est un sport propre et que dans la tête tout le monde c'est un sport propre, si la reprise du cyclisme est marquée par des gros cas de dopage, ça serait terrible, ça serait vraiment terrible. Donc je te rejoins, il y a une inconnue assez terrible là-dessus, et notamment lié à ce que je viens de dire, c'est que tu vois, tu es un coureur potentiellement un peu de renom ou même pas de renom, mais t'es un peu paniqué parce que tu vois que ton état de forme il n'arrive pas, parce que t'arrives pas à te préparer, parce que machin, tu peux être quand même très vite tenté de faire des conneries quoi. Et on en revient à un des premiers débats que je t'ai dit au début de cette vidéo sur la situation économique. Les coureurs, typiquement, s'ils voient qu'ils sont en fin de contrat et qu'il faut performer sur les quelques tours, c'est encore plus sujet à je vais me doper. C'est clair. Donc en fait le calendrier c'est à la fois une bénédiction et il y a tellement d'inconnus. Et tellement de facteurs qui peuvent engranger de la négativité, le huis clos, le dopage, les états de forme, les contraintes de calendrier, les contraintes économiques, que au final, et j'avais pas forcément ce point de vue au début de la vidéo, et c'est ça qui est marrant quand plus on en discute. Vous verrez qu'on l'a très bien préparé, on s'est fait d'un peu en freestyle. Mais plus on discute, plus je me dis qu'en fait c'est génial que la saison de cyclisme recommence, mais que c'est vraiment prendre un gros risque pour le cyclisme. Oui, t'as un risque. Après, moi j'ai envie de le voir de l'autre côté. C'est que. Et ne pas le faire, est-ce que c'est pas encore un plus gros risque pour le cyclisme ? Ouais, mais même à l'inverse, en fait, ça fait des années qu'on se plaint surtout sur les grands tours, parce que sur les classiques c'est pas tout à fait vrai, mais sur les grands tours, entre guillemets, de la monotonie des grands tours, du fait que tout est hyper calculé, donc en fait il n'y a plus aucune attaque parce que t'es lâché au train, etc., etc. Je pense que cette année, là pour le coup, prenez votre popcorn, asseyez-vous devant votre télé, on n'est pas à l'abri d'avoir du très grand cyclisme en termes d'émotion. Et puis avec des défaillances. Oui, si l'étape ne plaît pas, tu zappes sur une autre. Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on va peut-être retrouver, alors peut-être que je suis un doux rêveur, mais vraiment du cyclisme où tu vas avoir beaucoup moins de part de scientifique et beaucoup plus de part de ressenti du coureur, parce que j'aimerais bien, mais franchement on n'est pas à l'abri de grosses défaillances, de grosses surprises. Ouais. Tu vois, de gars qui vont être beaucoup plus en forme que d'habitude. Je parle même pas du fait que l'agencement du calendrier fait qu'il y a des courses sur lesquelles on peut avoir des vainqueurs un peu surprises parce que le plateau est composé un peu bizarrement. Genre Rudy Mollard au Grand Prix cycliste de Québec. Ouais, mais non, mais même, tu sais quoi, non mais bien sûr, mais tu sais quoi, même le Tour de Lombardie, d'accord, le Tour de Lombardie, il arrive à la toute semaine après le Giro, il arrive au 29. Tour de Lombardie en général, c'est quand même le dernier grand rendez-vous de beaucoup de gros coureurs de la saison. Là, il arrive dans un truc un peu bâtard, il va faire froid. Pendant la Vuelta aussi. Pendant la Vuelta, il va faire très froid. Il y a ça aussi qui joue, on n'a pas dit dans les inconnus, les conditions météo. On va avoir par exemple un Paris-Roubaix en plein mois d'octobre. Un Paris-Roubaix un 25 octobre. Paris-Roubaix, ça fait au moins 10 ans qu'il ne s'est pas posé sous la pluie. Il faut aimer la boule. Là, vous êtes sûr qu'on va se manger des pavés sous la pluie? Même s'il pleut pas, en fait, tu sais que la veille, il bien sûr. Donc, t'as ça. On va se taper le Giro fin du mois d'août, fin du mois de septembre, octobre, pardon, le Giro. Autant vous dire que les étapes mythiques sous la neige. Et c'est là que tu vois que le Tour de France a été vachement favorisé parce que bien sûr. On arrive c'est parfait. Ah oui, bien sûr. Mais le Giro, dans le genre image dantesque,
On n'est pas à l'abri que cette année, on est des après, les images dantesques du Giro, on en a déjà eu, mais bon, c'est toujours génial. Qui ne regarde pas la victoire de Nibali sous la neige en se disant waouh, c'est juste incroyable. La chute de Kreuzweig sur le mur de glace. Et si on remonte, il y en a d'autres, des images mythiques des années 80 qui sont incroyables sur le Giro. Et donc, en plus de toutes ces inconnues-là, il y a ce truc de on va courir des courses que l'on connaît très bien, dans des conditions qui sont complètement différentes de d'habitude. Et on va sûrement les redécouvrir, du coup, je suis d'accord. Et ça, c'est une inconnue aussi pour les coureurs, qui est juste énorme. Enfin, je veux dire, moi, la Vuelta en novembre, alors oui, on est en Espagne, donc potentiellement, il fera pas trop moche, mais justement, d'habitude, il fait une chaleur de plomb sur la Vuelta. Bah là, peut-être qu'il fera pas si chaud que ça. On aura l'occasion de refaire une vidéo sur le sujet, parce que ce que tu dis sur Paris-Roubaix, ça me fait dire, c'est bon, j'ai mes 2 favoris. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Bref. Et Tim Wellens. Tim Wellens. Est-ce qu'il serait capable d'être bon sur les pavés juste parce qu'il Tim Wellens, franchement, en novembre, il est capable d'aller gagner la Vuelta s'il fait 3 degrés et qu'il pleut tous les jours. Bref. Ça peut être incroyable. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais être hyper excité. Grave. Et je pense qu'on peut vraiment avoir des surprises. Et je rebondis sur ce que tu disais, même pour les équipes, là, elles doivent se faire des nœuds au cerveau de la composition de qui t'envoie. Ouais. Bon, et même les coureurs, ils doivent se faire des nœuds au cerveau. Partons du principe, parce que ça a quand même été plutôt annoncé, et puis parce qu'il va y avoir tellement d'enjeux économiques cette année autour du Tour que je suis assez persuadé que les équipes vont envoyer des armadas monstrueuses. Okay. Parce que ça va être, la visibilité du Tour cette année, elle va peut-être jamais être aussi grande que cette année. Ouais, okay. Et donc, partons du principe que Ineos et la Jumbo amènent la Dream Team. Donc, les 4 vainqueurs de Grand Tour côté Ineos et côté Jumbo, toute la team Oconnet, du Roglic, enfin voilà. Ils amènent tout le monde. Ok, t'as première question, t'as les championnats du monde qui se déroulent juste après le Tour de France. Je crois absolument pas à la capacité de quelqu'un à gagner le Tour et enchaîner. Ou viser la gagne du Tour. Ou viser la gagne du Tour, donc être dans le jeu jusqu'au contre-la-montre finale. Et une semaine après, être capable d'aller gagner les championnats du monde qui sont sur un parcours ultra compliqué. Même si physiquement c'était possible, mentalement ça me paraît très difficile. Donc première question qui va se poser, est-ce qu'on a des gars qui font l'impasse sur le Tour, donc soit font le Tour pour se préparer pour soit qui viennent sur le Tour pour tourner les jambes et préparer les championnats du monde, soit qui font l'impasse sur le Tour dans les grandes équipes pour jouer le championnat du monde. Première question. Deuxième question, je suis Ineos ou Jumbo, je dois courir le Giro, qui se court, on l'a dit, 10 jours après le Tour de France. Ouais. Qui j'amène sur le Giro? Je suis Ineos, je peux pas venir sur le Giro en mode. Enfin, si, on peut le give up, mais je le joue pas. Non, mais par exemple, tu vois, Ineos, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ineos, je pense que ça va être assez simple, dans le sens où. Selon les plateformes sur le Tour. Non, mais on sait tous que Froome, Thomas et Bernal vont vouloir faire le Tour. Est-ce que par exemple, un Carapace, ils vont pas lui dire, bah, t'es nouveau dans l'équipe, tu fermes ta gueule, tu fais le Giro, quoi? Ça peut être une technique. Mais par exemple, la Jumbo, qui a moins de gros leaders en stock, c'est-à-dire que c'est une armada incroyable, mais par contre. Une fois que tu as cramé Kreuzweig, Dumoulin et Cricri, tu vas faire le Giro. Ça, oui, mais tu t'en butes sur le Tour de France. Kreuzweig en partenaire sur le Tour, c'est quand même incroyable. Bon, est-ce que Roglic, Dumoulin, ça suffit pas? Avec Bennett et 2+. Ouais, non mais bien sûr, mais tu t'en butes quand même. On peut pas dire que tu t'en butes pas. En amenant pas Kreuzweig, quoi. Enfin, après, c'est un autre débat en mode est-ce qu'avec 4 leaders c'est intelligent? Je pense pas non plus. Donc bon, En tout cas, il va y avoir des questions qui sont ultra passionnantes comme ça. Et alors, la question majeure, c'est si je me suis fait le tour et que je me dis je veux quand même une équipe compétitive sur le Giro, qui j'emmène sur la Vuelta qui commence dans la foulée? Voilà, tu vois, on n'est pas à l'abri d'avoir. Et c'est là où je trouve que c'est, j'ai pas envie de dire injuste, mais des plus petites équipes. Comparé aux deux armadas les plus grosses. La FDJ, une fois que tu vas avoir un été, parce que la FDJ pour le coup va tout jouer sur le Tour. Bah oui, mais tu vois. Ton Giro. À la limite, ta Vuelta. Quoique, parce que tu peux dire Démarre, il va faire le Giro, il vise le maillot vert. Mais Démarre, il va aller faire Paris-Roubaix. Ah oui, Démarre, il va aller faire Paris-Roubaix, il va aller faire Gand. Ah mais oui, t'as raison. Bah oui. Enfin, peut-être que je m'avance, hein, peut-être que si Marc Madio nous regarde, il va dire bah, en fait, je préfère aller gagner 4 étapes sur le Giro plutôt que d'aller jouer une hypothétique victoire sur Paris-Roubaix. Non, mais t'as raison. Mais après, on peut avoir une autre technique. On peut aussi faire le Giro, abandonner le Giro. Non, pas possible. Rappelle-toi, quand tu abandonnes une course par tour, tu as besoin d'une dérogation spéciale pour aller courir d'autres Tour. T'as raison.
peut pas faire ça. Donc du coup, ouais, enfin c'est ouais, non, du coup. Ah ouais, bon. Et bah moi, en fait, ce qu'on va faire, plutôt que de continuer ces débats, c'est qu'on va attendre chaque course et qu'on fera des previews de chaque course où on discutera. Comme on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude. Et puis, mais vous voyez que, en tout cas, ce nouveau calendrier, ça laisse place à des débats qui sont extrêmement passionnants. Ouais. J'espère que vous avez aimé suivre nos débats et que vous-même vous posez des questions. Et si vous vous posez des questions auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ouais. Et puis on vous répondra avec plaisir. Ouais, on est preneur de votre vision parce que nous on a eu plein de trucs, il y a eu plein de gens qui ont écrit, plein de trucs hyper intéressants là-dessus. Je pense qu'on est tous un peu dans le flou, à moitié excités, à moitié en train de se dire bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais ouais, posez-nous des questions, on peut échanger ensemble sur le sujet. Sur Twitter, sur Facebook, en tout cas, pour tous les joueurs de la Route du Tour, d'une part, on sera bien présent. Et petite annonce, on sera bien présent et en même temps quand les compétitions on va faire toutes les compétitions et pas toutes. On va essayer en tout cas les plus importantes. On vous prépare peut-être quelques surprises aussi sur des changements dans le jeu, ça on est en train de voir ça. Des légers changements. Ouais. Des légers changements, mais on sera là et donc ça va être une saison incroyable, on compte sur vous. De ouf. On va refaire pas mal de petites vidéos comme ça là dans les semaines qui viennent. Bon, d'ici là, dans l'été, pour préparer tout ça tranquillement. D'ici là, amusez-vous bien sur vos home trainers, reprenez l'entraînement à l'extérieur, faites des tours de pédale. On sait tous que le vélo c'est le meilleur moyen de déplacement en ce moment, donc n'hésitez pas. Et de décompresser. Et on attend vos commentaires. Yes. À toutes. Allez, ciao tout le monde.